Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va savoir si vous êtes capable de prendre du risque. En effet, je suis avec Axel pour parler de ce sujet, mais avant ça, je vais vous demander comme d'habitude de vous abonner à notre chaîne l'art de la gestion patrimoniale et financière sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager notre contenu. Vous le savez, ce simple petit clic va nous aider grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Allez, on est parti, on va parler de prendre du risque, Axel, on va parler d'être capable ou pas de prendre du risque. On peut déjà commencer par comprendre ce que c'est que la tolérance au risque. On va parler aujourd'hui bien sûr de l'investissement en bourse qui implique des risques, notamment sur les marchés actions. Et l'idée, c'est de savoir déjà si toi, investisseur ou futur investisseur, est-ce que tu es prêt à prendre du risque? Est-ce que tu as une tolérance au risque? Concrètement, la tolérance au risque, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir supporter momentanément, par exemple, une perte sur ton portefeuille, que ce soit 5, 10 ou 15%, parce que, spoiler, si tu vas investir sur les marchés actions, il y aura forcément, ou alors tu es très chanceux ou très fort, un moment où tu vas subir une perte en capital partielle. Pourquoi c'est hyper important de parler de tolérance au risque? Parce que justement, si tu n'as pas cette tolérance-là, tu vas paniquer, tu vas faire des mauvais choix et à ce moment-là, ça ne sert à rien d'investir en actions, en bourse, si tu n'as pas la capacité à supporter cette tolérance par rapport à une baisse momentanée. Ouais, on parle du coup, quand tu parles de cette tolérance au risque, des comportements qu'on peut avoir, on utilise souvent des termes comme les biais comportementaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est? Alors les biais comportementaux, il y en a plusieurs. On peut parler par exemple du biais de confirmation ou par exemple, tu as une action sur laquelle tu vas investir et tu vas prendre en compte, ton cerveau va prendre en compte seulement les informations qui vont confirmer ton choix, mais faire abstraction de toutes les informations négatives sur cet investissement. En termes de biais, on peut aussi parler on aime bien parler du FOMO, Fear of Missing Out, donc le fait de la peur de louper le train et de se dire, bah voilà, soit dans un sens, soit dans l'autre, si le marché commence à se casser la figure, il faut que je vende parce que ça va encore plus se casser la figure, ou généralement, dans la majorité des cas, il y a une action qui fait que de monter, je vais l'acheter, non pas parce que j'ai fait une analyse sur cette action-là ou qu'elle est pertinente, mais parce qu'elle a fait 300% sur 2 semaines, donc il faut que j'y aille avant qu'elle explose encore plus. Ouais, donc les biais comportementaux, on peut aussi les voir quand il y a une baisse forte avec des biais qui peuvent faire peur, c'est-à-dire de tout vendre au pire moment en cas de baisse. C'est vrai que c'est important de comprendre que la réaction au risque est un danger pour votre investissement. Il y a aussi un autre terme qui est fortement utilisé pour parler de tolérance au risque, on parle de volatilité. Est-ce que tu peux expliquer ce terme? Alors la volatilité, c'est un peu, si on veut l'exprimer de manière assez simple, c'est l'écart de performance que peut avoir un actif au final en termes de variation. C'est-à-dire que plus tu as de volatilité, plus ton actif peut faire plus 50% ou moins 50%. C'est-à-dire qu'il peut faire de plus en plus ça, Il peut faire plus il y a de plus la en plus volatilité. de yo-yo plutôt que d'être assez stable. Typiquement, les crypto-monnaies, c'est hyper volatile parce que tu as des journées à moins 20, moins 30 ou plus 20, plus 30, c'est dans les deux sens. Mais généralement, quand on parle de volatilité qui est augmentée, dans un contexte un contexte de marché qui est volatile, généralement, c'est plutôt dans le mauvais sens. C'est suite à un événement majeur, géopolitique, économique ou autre. Il y a beaucoup de volatilité parce qu'il y a des flux importants à la hausse ou à la baisse, mais surtout à la baisse. Et c'est quoi du coup l'indice qui reflète ça? C'est le VIX, c'est ça? Alors le VIX, tu as un VIX sur le S&P 500, effectivement, c'est l'indice de la peur. Et plus celui-ci est élevé, on va dire que plus le contexte est sensible et il y a de la tension. Ok. Pour bien comprendre et pour savoir du coup si les personnes qui nous écoutent sont capables de prendre du risque, est-ce qu'on a des exemples quand nous on fait signer des profils de risque à nos clients? Est-ce qu'on a des exemples de questions? Alors déjà, avant de se lancer sur les classes actives, ce qu'il faut s'assurer, c'est que le client les comprenne. Donc savoir ce que c'est une action. Donc la connaissance avant. La connaissance avant, justement, c'est vraiment la première étape, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'une action? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'une obligation? Comment ça fonctionne? L'immobilier, etc., etc. Après, une fois qu'on a vérifié la connaissance de ces produits-là, on peut les proposer aux clients. Seconde étape, après, on peut poser des questions sur le profil, par exemple, un truc tout bête, mais quand tu vas prendre l'avion, est-ce que tu arrives au dernier moment? Est-ce que tu arrives 3 heures à l'avance? Est-ce que tu arrives entre les deux? Pareil, est-ce que tu as absolument besoin d'avoir une résidence principale sur ta tête? Est-ce que tu penses que l'investissement de résidence principale, c'est un investissement comme un autre, c'est pas forcément une priorité? Et en fonction de ces questions-là, il y a d'autres questions, je ne vais pas toutes les faire, Oui. on va déterminer à peu près ton profil investisseur, si tu es plutôt défensif, prudent, équilibré, dynamique ou offensif kamikaze, j'aime bien le dire kamikaze. Si tu n'as pas peur, au final, tu te dis de toute façon, si je fais les choses bien, tant que j'ai pas besoin de l'argent, ça va bien se passer. Et ça, c'est un point hyper important, c'est qu'avant de parler d'investissement, la base, en fait, c'est d'avoir validé ce qu'on appelle l'épargne de précaution. C'est que l'épargne de précaution, bon, voilà, pour résumer, ça va dépendre des investisseurs ou des personnes. Il y en a qui vont te dire ça sera 2 mois de salaire, d'autres 6 mois, d'autres 10 mois. Chacun a sa notion d'épargne de salaire, épargne de précaution, pardon. En moyenne, c'est entre 4 et 6 mois de salaire en moyenne. Et une fois que tu as cette épargne de précaution,
Tu sais que si t'arrive un pépin, un changement de voiture, ta chaudière Hmm. qui pète ou autre, tu as de l'argent pour faire face à cette dépense-là et tu n'as pas besoin de retirer. Mais si tu n'as pas fait cette première étape et que tu vas directement en bourse et que tu as un problème, tu dois sortir de l'argent et à ce moment-là, les marchés ils sont moroses ou il y a eu un gros crack, là, c'est hyper dangereux. Donc c'est vraiment l'étape primordiale. Épargne de précaution, connaître les classes d'actifs, savoir comment ça fonctionne et vérifier justement si tu as une tolérance ou pas à subir des pertes momentanées. Ouais, c'est important de comprendre cette tolérance au risque. Il y a une chose qui est souvent dite et qui fera la transition avec la deuxième partie qui parle du rendement, c'est qu'il y a bien un couple qui ne divorce jamais en France par rapport à tous les autres couples, c'est le couple rendement-risque. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors si on veut parler un peu d'économie, on va parler de la notion de prime de risque. Prime de risque, concrètement, la référence sur la prime de risque, alors ça c'est un autre débat, c'est le taux d'emprunt 10 ans d'un pays. Donc, il y en a qui vont te dire que l'État français sur 10 ans, c'est pas du sans risque, mais bref, historiquement, c'est comme ça. Donc, c'est la différence entre la performance d'un actif par rapport au taux sans risque. Donc, imaginons les rendements, une action, on peut dire que le rendement historique, c'est 8%, on va dire, en moyenne. Si tu as des taux à 0%, donc la prime du risque, elle est de 8%, donc tu as un intérêt à aller sur les actions. Et par contre, si les taux augmentent, donc ils passent par exemple de 0 à 4%, ta prime de risque, elle va être mécaniquement réduite parce que tu as certes toujours tes 8% peut-être sur les actions, mais tu as un rendement sans risque de 4%. Donc ça veut dire que tu vas devoir prendre du risque pour gagner 4% seulement, entre guillemets. Est-ce que ça vaut le coup? Et c'est ça qui fait la différence justement entre le lien entre le risque et la rentabilité. Après, si on veut parler de risque dans les investissements, on peut parler d'investissement dans les startups, en bourse, investissement sur les small caps, faire des leviers, etc. Mais il ne faut pas croire que le fait de prendre du risque de manière inconsciente va forcément te faire gagner plus d'argent. Un exemple que j'aime bien sortir qui est tout bête. Demain, je te donne 10 000 euros. Tu dis, bon, tiens, 10 000 euros, je ne sais pas quoi en faire. Je vais prendre une action au bif, tac, 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 bim, j'achète sur celle-ci, je mets 10 000 euros et puis je verrai. Ça, c'est très risqué, on est d'accord. Mais est-ce que c'est forcément plus rentable de faire comme ça? Pas forcément. Donc, il y a vraiment une notion de prime de risque hyper importante. C'est que dès que tu veux faire un investissement, vérifie que, certes, il sera plus risqué, mais vérifie que la rentabilité espérée de cet investissement, elle vaut le coup d'être prise, justement, de prendre le risque. Ok, hyper intéressant. Et effectivement, il y a bien un couple qui divorce jamais, le rendement et le risque. Mais dans ce rendement-risque, il faut bien analyser encore une fois ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a des investissements qui sont sans risque et qui ne rapportent rien par rapport aux d'autres investissements qui sont sans risque et qui rapportent au minimum la prime de risque. Donc c'est ça qui est important de comprendre, le taux en état sur 10 ans. Et c'est ce qui explique au final ce qui s'est passé en 2022 avec l'augmentation des taux. C'est pour ça que le Nasdaq a corrigé. Tu avais des potentielles valeurs qui faisaient zéro bénéfice, mais ce n'était pas très grave parce qu'au final, le taux sans risque était à zéro, voire négatif, donc ce n'était pas très grave de rester investi là-dessus. Les taux ont monté, tu avais du sans risque à 4 ou 5% aux États-Unis, voire 6% sur le dollar. Oui, c'est vrai. Bon, 6%, est-ce que ça vaut le coup de rester sur les actions? Donc c'est pour ça qu'il y a une correction mécanique du marché actions et notamment des valeurs tech qui sont vachement plus indexées parce que c'est une actualisation des flux futurs des bénéfices, on ne va pas rentrer dans le détail, par rapport au taux d'intérêt. Et c'est la hausse des taux qui a fait corriger le marché. Et c'est pour ça que depuis 2 ans aussi, la classe d'actifs obligataire, elle est redevenue sexy, ce qui n'était plus le cas depuis de nombreuses années, du fait des taux d'intérêt. Ouais, donc c'est important de comprendre effectivement que certaines classes d'actifs, même dites sans risque, peuvent prendre certaines chutes si elles ont un petit peu de risque. Il faut savoir que toute classe d'actifs, à partir du moment où on n'a pas un risque 1, sur une échelle de 1 à 7, on peut prendre une gamelle qui sera plus ou moins mesurée en fonction de son risque. Point important également par rapport à ce couple qui ne divorce jamais, il faut toujours bien sélectionner le couple rendement-risque. Parce que des fois, à certains moments, il est possible d'avoir des rendements hyper attrayants dans des risques qui sont plus faibles que certains risques plus élevés. Donc toujours bien réfléchir, comme l'a dit Axel. Si je prends un ETF qui va être un indice monde, j'ai le même risque qu'en investissant sur une seule action en termes de risque. J'investis sur des actions, la classe d'actifs actions. Et pourtant, je suis moins risqué que l'ETF monde ou l'indice ou le fonds action monde parce que j'ai diversifié. Donc bien réfléchir aussi à la diversification. Et c'est là où j'en viens au troisième point. Comment on maîtrise ce risque? Comment on gère son risque? On parle toujours de diversification. La diversification, c'est hyper important, c'est sûr. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut surtout regarder son objectif et son horizon d'investissement. Parce que de dire diversification pour diversification, si on la fait mal, ça n'a pas de sens. Je m'explique. Quelqu'un qui a 25 ans, qui veut placer de l'argent pour sa retraite dans 40 ou 50 ans, et qu'il a besoin d'aller diversifier sur du fonds euro, du monétaire, de l'obligataire, des matières premières, des actions, de l'immobilier, je ne sais quoi, à part égale, ça n'a aucun sens.
ça n'a aucun sens. Il ferait mieux de faire en majorité, bien sûr, des actions, parce que historiquement, sur le terme, c'est ce qui est plus performant. Après, à pondérer en fonction du contexte de taux, notamment voilà, en cas de taux élevé, les obligations, c'est super sympa. Mais vraiment, se fixer sur l'objectif que tu as pour ton épargne et de ton horizon de placement, bien sûr, en plus du profil de risque. Après, effectivement, pour réduire la volatilité dans un portefeuille, pour quelqu'un qui veut chercher de la performance, mais qui ne supporte pas, entre guillemets, une volatilité de 20%, on ne va pas faire, entre guillemets, les bourrins à faire du 100% en action. On peut mettre des classes d'actifs décorrélées, comme des matières premières, ça peut être de l'or, on peut les mettre de l'immobilier, on peut les mettre du private equity, on peut les mettre des actions, des obligations. L'idée, c'est d'aller chercher un portefeuille qui est diversifié en termes de classes d'actifs, et même au sein de ces classes d'actifs, avoir de la diversification pour justement avoir une performance, c'est impossible, mais une performance le plus linéaire possible pour, par exemple, un client qui te dit moi, j'aimerais bien avoir 5 ou 6% de rendement sur le long terme, mais avec une volatilité maîtrisée. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher et de jongler entre les différentes classes d'actifs qui sont décorrélées. Après, attention, c'est difficile de trouver des décorrélations parce qu'on l'a vu en 2022, obligations, immobilier, crypto-monnaie, actions à la cave. Donc, c'était difficile de trouver l'idéal. Mais voilà, l'idée, c'est de construire, entre guillemets, son portefeuille de la manière la plus intelligente pour avoir des actifs décorrélés entre eux. C'est très intéressant de toute façon de savoir que la diversification, il faut également ajouter une diversification sectorielle, géographique, dans chaque classe d'actifs. Vous pouvez par exemple choisir des actions qui sont sur la zone européenne et la zone US et la zone émergente. Vous choisissez vos zones. Et vous pouvez également choisir différents secteurs aussi au sein d'une classe d'actifs, que ce soit de l'obligation ou de l'action. Vous pouvez très bien choisir des obligations bancaires et des obligations de l'énergie. C'est deux secteurs différents qui permettent déjà de diversifier le risque. Important de diversifier votre risque dans tous les cas. Et bien sûr, de ne pas diversifier pour diversifier. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et on voit parfois où des personnes, je vois des comptes titres où ils ont 50 lignes avec 50 ETF ou 50 fonds différents sur 50 thématiques. Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme, attention, je vois souvent une diversification. Oui, j'ai 3 ETF. J'ai un ETF World, un ETF S&P 500, un ETF Nasdaq. Au final, si tu creuses un peu dans le World, de la MSCI World, tu as 75% environ de S&P 500. Et dans le S&P 500, les plus grosses valeurs, c'est les valeurs du Nasdaq. Donc, certes, tu as une diversification parce que tu as plein de valeurs, mais tu es quand même vachement corrélé avec certaines valeurs. Mais c'est le problème, on va dire, en ce moment, et depuis 2-3 ans, c'est que les 7 magnifiques aux États-Unis, elles ont une pondération tellement forte que tu es forcément, à moins d'être investi sur le secteur des banques françaises, on va dire, tu es forcément impacté par les variations de ces géants de la tech. Ok, c'est très intéressant de savoir que même si on veut diversifier aujourd'hui, on est principalement investi sur ces 7 géants. Sur les autres moyens de réduire le risque, on parle souvent de stratégie pour réduire son risque. On peut par exemple parler du DCA, le Dollar Cost Average, pour lisser dans le temps l'investissement. Est-ce que ça, tu peux bien nous l'expliquer et nous donner un exemple aussi concrètement à quoi ça ressemble de faire un DCA? Et puis, on parle aussi de stop loss ou même de produits structurés pour caper. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Je vais parler du stop loss en premier. Donc, stop loss, c'est au final, c'est mettre un ordre pour, on va dire, minimiser la perte de ton investissement. On va faire un exemple, ça sera plus simple. Imagine aujourd'hui, tu achètes une action Orange à 10 euros et tu vas en même temps mettre un ordre à la vente à 9 euros. Ça veut dire que dès que si l'action Orange, elle descend à 9 euros, ça va se vendre automatiquement. Okay. Ça sert à quoi cet outil concrètement? C'est pour te prémunir contre une chute exagérée des marchés. Tu te dis, j'investis là-dessus, mais si ça perd plus de 5 ou 10%, je préfère sortir parce que ça peut perdre 20 ou 25. Donc ça, c'est vraiment pour moi, pour les investisseurs aguerris, pour un investisseur lambda qui vient de commencer, ça sert à rien de se prendre la tête avec cette stratégie, mais elle a le mérite d'être là et de procurer une certaine protection quand tu fais un investissement un peu volatile, on va dire, et de permettre de couper les pertes à moins 5, moins 10, moins 15%. C'est toi qui fixes le seuil. Deuxième point, les produits structurés, tu en as parlé, on peut l'aborder rapidement. L'avantage des produits structurés, c'est que tu connais déjà toutes les conditions à l'avance et que tu as une protection en capital à l'échéance qui peut être totale ou partielle selon le sous-jacent. Généralement, c'est partiel. Tu as une protection en capital jusqu'à moins 50%. Ça permet d'aller t'exposer sur les marchés actions, parce que c'est souvent des sous-jacents actions, avec une performance qui est capée à l'avance, donc ça va être entre 7 et 11% en fonction du sous-jacent, avec dans ta tête pour te rassurer le fait que si au bout de 10 ans, ça s'est mal comporté, mais que ça n'a pas perdu plus de 50%, je vais quand même récupérer mon capital. Généralement, si c'est bien fait, tu sors avant. Mais ça permet d'aller sur les actions, faire un premier pas sur les actions, mais en ayant ce côté rassurant, en se disant j'ai toujours ma protection en capital jusqu'à moins 50 à l'échéance. Et sur 10 ans, aller perdre moins 50% sur un indice ou sur un segment,
Il faut vraiment avoir choisi le mauvais produit. Donc encore une diversification, pourquoi pas dans les produits structurés que vous choisissez. Exactement. Et le dernier point, le fameux DCA qu'utilisent beaucoup de personnes. Et ça, on en parle souvent ici, le dollar cost average, c'est le fait de verser de manière à une fréquence prédéterminée, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, comme tu veux, généralement c'est tous les mois, un montant. Typiquement, ça s'adresse parfaitement à un jeune actif ou même un plus âgé, on va dire, d'investir une partie de son épargne chaque mois sur les marchés. Généralement, on préfère les marchés parce que ça permet de rentrer à différents moments sur les marchés. Donc, tu vas rentrer chaque mois, au final, sur les marchés pour la même somme, ce qui te permet d'effacer les biais comportementaux qu'on évoquait tout à l'heure, de dire, bon, bah, c'est pas grave parce que même si j'ai loupé le train, je sais que je vais investir tous les mois dessus. Même si les marchés s'écroulent, eh ben, c'est pas grave parce que je vais réinvestir le mois prochain à un taux, à un point d'entrée plus intéressant. Et ça permet de désengager du côté d'investissement et de te dire, je fais ma vie, j'ai mes priorités, je fais ma vie perso et je sais que ma retraite, elle est préparée parce que j'ai fait mon TCA. Si on veut donner un exemple, 500 € par mois à 6% de rendement sur 30 ans, ça te fait 400 000 € de capital. Oui, 500 € par mois sur 30 ans, effectivement, c'est intéressant. Ça veut donc dire aussi que pas mal de personnes peuvent avoir accès à ce type d'épargne mensuelle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de montant minimum ou de montant maximum. Vous pouvez très bien commencer avec 50 € par mois, même au départ de votre vie. Commencez à 50 € les 2-3 premiers mois, vous dire ok, je commence, après je fais 100, après je fais 150. Au fur et à mesure, vous augmentez. Ou commencez directement à 2000 € par mois si vous avez la capacité à le faire. Si vous pouvez, ça dépend de super, chaque personne. Voilà. Et vous pouvez très vite arriver à des montants qui sont très, très intéressants. Je préfère insister là-dessus. Il faut vraiment comprendre que le DCA, ça vous permet de lisser dans le temps. Et pour prendre un autre exemple concret, c'est comme si vous achetiez une action à 10 € un jour, puis en solde le mois suivant à 7 €, et puis à un prix élevé à 12 €. Au final, vous allez lisser dans le temps le prix d'achat, ce qui vous permet d'enlever les biais comportementaux, comme l'a dit Axel. Un point important justement pour finir sur cette stratégie, c'est magnifique, hein, c'est super vendu comme ça, mais attention aux supports sur lesquels vous investissez. Tout à fait. Si vous faites du DCA sur Casino, sur Atos, sur Ubisoft et j'en passe, Oui, qu'on fait comme ça. ça sert à rien. L'idée, c'est généralement faire du DCA, pas se prendre la tête, de faire sur des indices, soit sur des zones géographiques, Europe, émergent, monde, États-Unis, mais commencez pas à faire ou alors en petite partie, si vous avez un titre qui vous plaît, mais ça sert à rien de trop spécifier. Franchement, il faut faire du segment ou de l'indice, c'est parfait. Et normalement, du moins ça s'est bien passé sur les 100 dernières années, ça devrait bien se passer. Vous prenez les meilleurs ETF, les meilleurs fonds actions, et vous avez Terminé. la totalité de ce qu'il faut faire. N'importe qui, même Madame Michu, qui n'a rien compris à la bourse, qui n'en a jamais fait, elle peut faire, si elle a fait du S&P 500, elle peut faire 10% par an, alors que, sans se prendre la tête, alors qu'elle y connaît rien. Ouais, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Axel, pour cet épisode. On a compris comment vous pouviez prendre du risque. Après, est-ce que vous en êtes capable? À vous de vous poser les bonnes questions. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à liker, partager notre contenu. Vous pouvez également le commenter. Je prendrai le temps personnellement de répondre à tous les commentaires. Merci à vous.